Quels sont les projets de l'UPR pour l'année 2025 ? Ah, les projets de l'UPR pour l'année 2025. Il y a des projets, j'allais dire, endogènes et des projets exogènes. Endogènes, je veux dire par là, c'est sur la vie du mouvement. Donc notre projet, c'est de poursuivre l'existence, c'est-à-dire que nous avons commencé depuis maintenant de nombreux mois. On a reconstitué tout un appareil militant, tout un appareil organisationnel à travers la France. On en avait eu, mais malheureusement, il y a eu toute une série d'événements qui se sont déroulés à partir de 2017. D'abord, c'était l'échec à la présidentielle qui fait qu'un certain nombre de personnes ont été très déçues. Donc certains nous ont quittés, des gens qui, parfois, n'ont pas suffisamment d'opiniâtreté, de ténacité et d'inscrire leur action dans la durée. Donc il y a des gens qui nous ont quittés. Et puis après ça, il y a eu les élections européennes de 2019 où là, on avait fait un score qui aussi avait comment dirais-je, découragé un certain nombre de personnes. Toutes ces personnes qui n'ont toujours pas compris que le score que nous faisons lors des élections est un score qui n'est pas mirobolant. Je suis le premier à le regretter, bien sûr, mais qu'il y a des explications qu'il est très très important d'avoir à l'esprit pour essayer de les combattre. On y reviendra peut-être ici, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire de très nombreuses fois. Voilà. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont critiqué l'UPR et son président au motif qu'on ne saurait pas s'y prendre, que je serais ci, que je serais ça, pas assez ci, pas assez ça, ce qui a fait d'ailleurs la lie de la tentative de putsch intérieur et de destruction de l'UPR que l'on a connue en 2020, toutes ces personnes qui se sont lancées dans des activités parallèles et pour essayer de nous copier, ben finalement, ne sont arrivées à rien du tout. Voilà. Parce que certes, nous ne faisons pas des grands scores électoraux, mais on fait quand même les meilleurs. Voilà, parmi tous ceux qui nous ont singés. Voilà. Donc, il faut attendre, il faut durer, et il faut espérer que progressivement, les Français vont se mettre au diapason de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire c'est la confirmation des analyses que nous faisons depuis 18 ans. Alors, pour répondre donc à la question, premièrement, poursuivre donc cet effort de rétablissement, parce que le mouvement avait été vraiment endommagé à la fois par ces élections décevantes, puis par la tentative de putsch avorté, puis par les accusations qui avaient été portées contre moi, et qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire assez extraordinaire quand je compare, par exemple, à ceux dont ont bénéficié M. Véran, Mme Buzyn, par exemple, au sujet de la Covid-19. Ils n'ont même pas fait l'objet d'une mise en examen. C'est un véritable scandale, mais un scandale inimaginable. Voilà. Comme vous le savez, moi j'ai eu une ordonnance de non-lieu générale, ce qui est très rare. C'est-à-dire que les juges d'instruction, après avoir examiné pendant 3 ans, avoir fait des interrogatoires contradictoires avec mes accusateurs, les 2 juges d'instruction, dont l'un était blanchi sous le harnais, connaissait très très bien tout ça, ont jugé que tout ceci, il n'y avait rien dans le dossier, et donc ont procédé à une ordonnance de non-lieu général. Évidemment, le parquet a fait appel, parce que ça remet une pièce dans le jukebox, hein, ça permet comme ça de faire durer. Il s'agit d'une opération qui maintenant saute aux yeux, qui est éminemment politique, mais on est quand même dans une situation très différente d'avant, puisque là maintenant, il va falloir que le parquet montre que les 2 juges d'instruction, qui sont des grands professionnels, se sont trompés dans leurs analyses, et des analyses qui sont fondées sur des éléments extrêmement précis du dossier, toutes choses que d'ailleurs les gens qui ont repris ça dans les médias ne connaissaient pas. Voilà. J'attends la fin de cette procédure pour ensuite essayer de voir comment je pourrais obtenir des médias qui m'ont traîné dans la boue, et non seulement moi, mais tous mes proches, ma famille, etc. Les gens ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. J'attends la conclusion de ça pour ensuite voir comment on pourra expliquer aux Français ce qui s'est passé, en définitive. Alors, avec tout ça, on avait donc un appareil politique, un appareil qui avait quand même été endommagé. Et donc, depuis maintenant de nombreux mois, ça fait plus d'1 an et demi, eh bien, nous avons Norbert Chetaille qui, avec moi, avec mon concours, avec le concours des membres du bureau politique, a progressivement rétabli. Nous avons on a conservé un certain nombre de délégués départementaux qui souhaitaient rester délégués départementaux. On en a également fait venir de nouveaux, avec un souci constant qui est toujours d'essayer de favoriser
d'abord et avant tout la compétence et la motivation. C'est quand même voilà la fiabilité, ça c'est très important d'avoir des responsables qui soient des responsables fiables, qui ne soient pas des gens un petit peu écervelés qui se prêtent à tous les excès. On doit avoir le mouvement politique que j'ai créé est un mouvement qui a vocation à diriger le pays, et donc on ne doit pas avoir des gens qui s'emparent de tout ce qui traîne pour faire des scandales continuels. Non, c'est pas ça. Nous, on est un mouvement politique qui vise à être très sérieux, et d'ailleurs on l'est. Je vois bien que le nombre de journalistes, par exemple, qui ne m'invitent pas, mais qui suivent mon compte Twitter, c'est considérable. Et je vois aussi dans la rue, et à travers la France, j'étais en province au cours des 2 dernières semaines, de la dernière semaine, j'ai vu à quel point, effectivement, notre notoriété et ma notoriété a beaucoup progressé. Alors donc, la première chose, c'est d'avoir des responsables qui sont des responsables ayant du courage, une bonne compréhension de la situation et qui connaissent très bien les analyses de l'UPR et puis les propositions, puisque je rappelle qu'on a tout un programme de l'UPR, sur lequel on va d'ailleurs insister dans les semaines qui viennent, puisque beaucoup de gens ne le connaissent pas, semble-t-il. Et puis également des gens qui ont un peu des talents d'organisation et qui apprécient de passer du temps à organiser des réunions mensuelles. Voilà. Alors, il faut savoir que grâce notamment à Norbert Schetaille, grâce à vous, grâce à tous les adhérents de l'UPR, on a trouvé des nouveaux talents, avec non seulement donc les qualités que je disais, mais aussi, si possible, d'avoir des gens jeunes, et puis avoir aussi des personnes, enfin des femmes, parce qu'on n'avait pas assez de femmes, mais ça n'est pas si facile que ça, parce que en politique, les femmes sont souvent statistiquement, il y a statistiquement moins de femmes qui veulent prendre des responsabilités. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des lois de discrimination positive en faveur des femmes, parce que tous les partis politiques étaient confrontés à cette question. Donc on essaye de féminiser un petit peu les délégués départementaux, de viser un objectif de parité, même si nous en sommes encore assez loin, également de faire baisser la moyenne d'âge, et puis évidemment d'avoir aussi des personnes représentatives de la France, de ses différentes composantes, à la fois que ce soit en termes d'origine sociale, d'origine ethnique. On a des Français d'origine immigrée qui sont, quelques-uns sont délégués départementaux, et puis aussi des gens qui ont des horizons professionnels extrêmement différents. Alors on doit être à peu près à 70 ou 75 départements qui ont été entièrement remontés sur donc une centaine. Donc il nous en reste encore, disons, 25 à 30 qui doivent être finis d'être montés. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de l'UPR, vous allez délégués départementaux et vous verrez le trombinoscope, si l'on peut dire. Vous verrez, là, il y a presque toutes les photos. Je le cite d'ailleurs au passage parce que allez donc sur les sites internet des autres partis politiques et essayez de voir aussi leurs responsables départementaux. Nous, à chaque fois, moi je ne cache rien. Là, on a des délégués départementaux, vous verrez, vous avez presque toutes les photos, voilà, sauf évidemment ceux qui ne sont pas encore nommés. Et puis il y a quelques personnes qui sont nommées mais qui ont un peu tardé encore à nous envoyer leurs photos, mais voilà. Et puis vous n'avez pas que la photo, vous avez aussi des moyens de les contacter, etc. Voilà. Je le dis parce que il n'y a pas tant de partis politiques que ça qui sont si bien structurés au niveau de la France profonde, au niveau départemental. Alors ça, c'est notre objectif de moyen terme que nous allons donc poursuivre. Et puis évidemment, il y a des échéances électorales. Et évidemment, nous ne sommes pas stupides. Quand je dis nous, c'est pas un nous de majesté, c'est à la fois moi-même, mais c'est aussi le bureau politique. Et puis c'est aussi le Conseil national. On en a parlé lors de la réunion du dernier Conseil national, lors de l'université d'automne. Bien, on sait qu'il va y avoir, dans les 18 mois qui viennent, il va y avoir, on peut même dire dans les 12 mois qui viennent, il va y avoir une élection nationale de façon certaine, les élections municipales en 2026. Une élection nationale qui n'est pas certaine mais qui est quand même probable, ce sont les élections législatives anticipées si Macron, même s'il a dit qu'il ne le ferait pas, mais enfin les promesses de Macron, personne n'y croit. Si Macron se sent obligé, parce qu'il est quasiment acculé en ce moment, à dissoudre l'Assemblée nationale, vous savez que l'article 46, je crois, de la Constitution interdit de dissoudre l'Assemblée nationale
plus d'une fois par an. Donc il a dissous début juillet, le 9 juillet 2024. Il pourra de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juillet 2025. Alors il a dit qu'il ne le ferait pas, mais la situation du gouvernement, la situation de la France est tellement catastrophique que ce serait quand même très vraisemblable qu'il finisse par dissoudre l'Assemblée nationale, qu'il y aurait donc de nouvelles élections législatives. Et puis il y a une troisième échéance nationale, mais alors là, qui est très hypothétique, qui serait une élection présidentielle anticipée. Alors je sais que c'est le dada dont s'est emparée récemment la France insoumise. La France insoumise qui, pendant très exactement 6 ans ou 5 ans et 8 mois, a considéré que le dossier que j'avais fait de destitution de Macron était une rigolade, avant d'un seul coup d'en découvrir les vertus et de s'emparer de ça, évidemment sans droit d'auteur, et en passant devant tous les médias sur le thème qu'ils avaient eu une idée géniale, c'était la nôtre, une idée géniale qui était de lancer la destitution de Macron. Bon. Vous savez que cette destitution a été lancée, puisqu'il suffit d'avoir 58 députés pour la lancer, ce qui était largement possibilité de LFI. Mais vous savez qu'il y a toute une série de procédures, d'étapes dans cette procédure absolument abracadabrante d'ailleurs, et que le Rassemblement national de Madame Le Pen a mis le holà pour protéger Macron. Elle a refusé, le RN n'a pas mélangé ses voix. Si le RN avait soutenu LFI, on aurait eu, et le nouveau Front populaire, Macron, il y aurait eu une deuxième étape de la procédure, c'est un débat public à l'Assemblée nationale devant les caméras du monde entier, où l'ensemble des députés français se seraient posé la question de la façon dont Macron gère la France et de la façon dont il respecte ou pas la Constitution. C'est ça. C'est ça. Il y aurait eu un débat sur l'article. Est-ce que l'article 68 était applicable? Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, en tout cas de la Ve République. Il y a eu déjà une procédure de lancement de la procédure de décision qui avait été faite contre François Hollande vers la fin de 2016, mais qui avait ça s'était achevé un petit peu comme ça, ça n'avait pas été soutenu, puis on était juste à la fin du mandat de François Hollande. Mais là, ça aurait été très extraordinaire d'avoir un débat national sur l'ensemble des articles de la Constitution française que Macron a piétiné. Voilà. Or, je rappelle que le RN a protégé Macron en refusant de mêler ses voix à LFI et NFP sur ce sujet. Ce qui n'a pas empêché le RN de mélanger ses voix au LFI et NFP pour faire chuter Barnier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par ça, puisque ça intéresse les gens. Moi, personnellement, je ne crois pas dans une élection présidentielle anticipée. Je peux me tromper, bien sûr, tout le monde peut avoir son point de vue. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que Macron, s'il démissionne ou s'il est destitué, il ne sera jamais réélu. Enfin, ça, alors là, je suis absolument certain. Il suffit de voir la tonalité de la presse, qui est quand même maintenant devenue très méchante contre Macron, à juste titre, mais elle est beaucoup plus méchante en tout cas que ce qu'elle a jamais été, parce que derrière, il y a les grands patrons de presse qui ont pointé, comme vous savez, comme les empereurs romains, comme Néron qui pointait le pouce vers le bas au Colisée pour décider de la mort d'un gladiateur qui avait été battu. Les grands patrons de presse, les grands oligarques qui tiennent la France commencent à comprendre que Macron, c'est terminé. Voilà. Ils n'en veulent plus. Ils savent que le type est siphonné, ils n'en veulent surtout plus. Donc maintenant, ils misent sur, je l'ai déjà dit, je le répète, je pense qu'ils misent sur Édouard Philippe. Et comme Édouard Philippe est très difficile à faire élire, je pense qu'ils misent sur la promotion outrancière soit de Madame Le Pen, soit de Bardella, pour que de toute façon, au deuxième tour en 2027, face à Madame Le Pen ou face à Bardella, eh bien, le principe des castors réagissant comme à l'accoutumée, eh bien, on fasse élire Édouard Philippe. Je le dis, je prends ici l'opinion publique à témoin, il faut absolument sortir de ce système. Enfin, ça fait 18 ans que je le dis. Voilà. Il faut absolument sortir de ce système. Il faut donc arrêter de croire que les médias vous présentent des opposants qui sont des vrais opposants. Tout ça, ce sont des faux opposants qui sont présentés justement pour faire élire ceux que les grands milliardaires ont décidé de mettre à la tête de la France. Alors, moi, je pense que la destitution n'aura pas lieu, parce que d'ailleurs, même si le Rassemblement national mêlait ses voix au NFP,
Peut-être il pourrait y avoir les 3/5, je crois que c'est les 3/5, il me semble, à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, c'est très difficile. Donc je pense que même... Parce que la procédure de destitution a été concoctée par Sarkozy lors d'un changement constitutionnel. Avant, ça n'existait pas, mais elle a été concoctée pour qu'elle soit quasiment impossible à mettre en œuvre. La France est une république ahurissante où il est plus difficile, mais beaucoup plus difficile, de chasser un président de la République incompétent et psychopathe que de changer la Constitution elle-même. La Constitution elle-même, il suffit de rassembler les députés et les sénateurs une seule fois à Versailles en congrès, 3/5 et c'est bon, hop, emballé, pesé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème dans le fonctionnement de la Constitution. Et alors que la décision de Macron, il y a eu toute une série d'obstacles qui ont été posés qui sont extrêmement importants. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire, puisque comme je l'explique depuis 6 ans, si on avait lancé ça depuis des années, Macron aurait été empêché de faire toute une série d'opérations destructrices du pays qu'il s'est permis de faire et qu'il continue d'ailleurs de faire. Je ne pense donc pas que la destitution, qu'elle soit relancée ou pas, aboutira à son terme. Elle pourra, si elle est relancée, affaiblir encore Macron. Reste la démission. Je ne crois pas à la démission parce que Macron sait que s'il démissionne, son immunité judiciaire s'effondre. Et je pense que là, il aura à faire face à énormément de procès qui lui seront faits contre lui sur toute une série de sujets, notamment, et ce ne sera pas les moindres, sur l'affaire de la Covid-19, mais sur bien d'autres. Et donc je pense que pour Macron, évidemment, il n'a pas envie d'avoir ça le plus vite possible. Je pense d'ailleurs assez volontiers que lorsqu'il quittera l'Élysée, il prendra la poudre des scampettes et il ira certainement aller s'installer aux États-Unis dans un fonds comme le fonds Carlyle, qui récupère comme ça les traîtres à la nation. C'est comme par exemple John Major, l'ancien Premier ministre britannique, qui travaille pour le fonds Carlyle aux États-Unis, ce fonds d'investissement qui gère les fonds à la fois de la famille Bush, George H. Bush et George W. Bush, les deux présidents Bush, la famille du Texas, la famille Buisson en fait, en français. Bush, ça veut dire buisson. Mais ce fonds d'investissement gère aussi les fonds de la famille Ben Laden d'Arabie Saoudite. Je le rappelle pour ceux qui auraient des naïvetés encore et qui croiraient que Oussama Ben Laden était un grand opposant des États-Unis d'Amérique. Et vous savez que dans ce fonds Carlyle, ils ont récupéré John Major, celui qui avait donc assassiné politiquement Margaret Thatcher, parce que les européistes avaient absolument besoin de liquider Margaret Thatcher pour avancer dans le projet de constitution européenne. Et donc, il coule une retraite heureuse dans le fonds Carlyle. Et puis, dans le fonds Carlyle, vous avez également un des directeurs qui s'appelle Olivier Sarkozy, qui est l'un des demi-frères de Nicolas Sarkozy. Moi, je verrais bien Macron partir là-bas. Alors, certains lui prêtent d'autres ambitions. Certains disent qu'il voudrait être président de l'Europe, mais je pense que personne n'en veut en Europe. Certains disent qu'il voudrait être président de la FIFA, donc la Fédération internationale de foot. J'y crois. Bon, enfin, bref. Tout ça, donc, pour dire que, à mon avis... Sauf, il y a une chose qui pourrait amener peut-être Macron à démissionner, c'est s'il y avait vraiment une catastrophe économique et financière de toute première magnitude. Voilà. Et si les marchés financiers mettaient la pression maximale sur le départ de Macron, avec une orchestration médiatique. Voilà. Et peut-être aussi, si la nouvelle équipe dirigeante américaine, à commencer par Donald Trump, imposait à Macron de dégager. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que tout ceci est quand même... La probabilité est relativement faible. Voilà, donc les échéances électorales. Alors nous, face à ça, on réfléchit bien sûr. S'agissant des élections municipales en 2016, je l'ai déjà dit, je m'adresse ici à toutes les personnes qui m'écoutent. Nous, c'est pas facile pour un parti comme le nôtre de se présenter dans des grandes villes. Voilà, parce que dans les grandes villes, les gens attendent des étiquettes politiques. Or, notre étiquette politique de l'UPR, nous sommes connus comme étant, par les gens qui nous connaissent déjà, il faut que les gens nous connaissent, mais nous sommes connus comme étant le parti du Frexit, qui depuis 18 ans demande la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui pose les problèmes les plus fondamentaux, la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, que ce soit le peuple français qui décide de son destin collectif. Et évidemment, ce sont des sujets qui s'accommodent pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire, d'élections municipales, où on va parler notamment de la propreté des trottoirs, des crèches, etc. Et en plus de ça, dans les grandes villes, tout ça est trusté par les grands partis politiques.
En revanche, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le dis ici, que toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, qui sont à l'UPR ou qui sont sympathisants de l'UPR, eh bien je leur suggère éventuellement de réfléchir, on a encore plus d'un an, un an et 3 mois pour ça, de réfléchir à créer une liste ou à s'inscrire dans une liste d'intérêt local, soit en annonçant qu'ils sont membres de l'UPR, soit en ne l'annonçant pas, parce qu'il y a beaucoup de villages en France, beaucoup en fait, ou un village type avec, mettons, 600-700 habitants, où il y a en fait qu'une seule liste. Et là-dedans, vous avez des gens qui sont souvent de différents partis politiques, ou du moins, même s'ils ne sont pas adhérents, qui ont différentes opinions politiques. Moi, je vois dans mon petit village de la Nièvre, dans la liste municipale, il n'y avait qu'une seule liste, il y avait des gens de gauche, des gens de droite, etc., etc. Donc là, dans ce genre de situation, eh bien, je suggère à ceux qui le souhaitent de voir s'ils ne peuvent pas s'investir, parce que avoir des adhérents de l'UPR ou des sympathisants de l'UPR dans le maximum de conseils municipaux, c'est très intéressant, non seulement pour la recherche des parrainages pour l'élection présidentielle, même s'ils n'ont pas, seul le maire a un pouvoir de parrainage, mais plus généralement pour développer l'idée, parce que lors des conseils municipaux, même dans les petits villages, ça permet de porter les analyses de l'UPR, et Dieu sait si les gens qui nous découvrent et qui font l'effort intellectuel d'écouter ce que l'on dit, sont très souvent convaincus assez vite de la justesse de ce que nous disons. Voilà. Il est aussi possible qu'un certain nombre d'entre vous, nous avons, parmi les membres de l'UPR, nous avons des maires. Je pense à Noël Tordeux, que j'ai déjà cité, qui est maire d'un petit village dans l'Aisne, et qui est d'ailleurs notre délégué départemental de l'UPR dans l'Aisne. On peut très bien avoir des adhérents de l'UPR qui se présenteront en étant tête de liste dans un village. On aura l'occasion de vous en reparler, mais les gens qui m'écoutent peuvent déjà y réfléchir et si ça les intéresse, nous faire passer leur candidature, nous demander un petit peu ce qu'on en pense et quels sont les conseils qu'on peut leur donner. On leur fera le meilleur accueil. Ça sera notamment Norbert Chetaille qui leur répondra. Alors ça, c'est pour les élections municipales qui, elles, sont certaines. Les élections législatives, qui, elles, ne sont pas certaines, il pourrait y en avoir au mois de juillet. Alors là, de deux choses l'une. Soit la loi électorale est modifiée, soit elle ne l'est pas. Si la loi électorale n'est pas modifiée, c'est-à-dire si on se retrouve dans la même situation au mois de juillet dernier, je ne suis pas sûr que nous irons. Parce que tout simplement, je l'ai déjà dit, nous avons une situation financière qui est fragile. Pas si fragile que ça, puisque nous n'avons aucun emprunt bancaire. Donc on pourrait avoir recours à des emprunts. Mais vous savez que j'ai eu pour principe, et avalisé par le Conseil national et le bureau politique, de ne pas dépendre de financements extérieurs, notamment pas de dépendre de financements bancaires. Donc nous sommes indépendants, nous sommes jaloux de notre indépendance et de notre souveraineté. Actuellement, nous sommes en train de régler mois par mois ce que nous devons à notre imprimeur. Donc on va bientôt terminer des opérations pour les élections européennes où malheureusement, donc nous n'avons pas franchi la barre des 3% qui nous aurait permis d'avoir le remboursement de ces frais. On aura fini de rembourser, je pense, au mois de février ou de mars, je ne me rappelle plus exactement. Donc, si d'aventure il y a des élections législatives au mois de juillet, avec l'actuel scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, je ne suis pas sûr que nous irons parce qu'on n'aura pas forcément les moyens financiers et puis de toute façon on est blacklisté dans les médias. En revanche, on prête généralement à Bayrou l'idée d'introduire une dose de proportionnelle, donc de changer le mode de scrutin. Alors ça, nous examinons ça, on attend de voir ce qui va se passer. C'est une idée qui est d'ailleurs ardemment promue et soutenue par le Rassemblement national, qui est quand même le parti politique qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc on va voir si d'aventure il était question d'avoir un scrutin avec une dose de proportionnel, c'est-à-dire un scrutin proportionnel mais avec une prime majoritaire. Il faut regarder les modalités. Il faut voir aussi à partir de quand on pourrait avoir des députés. Est-ce que c'est à partir de 1%, de 3%, de 5%? Est-ce que c'est par département ou autre? Et ça dépendra aussi du nombre de députés. Mais il y a des grands départements, notamment par exemple dans la région parisienne, dans la banlieue parisienne. Et je pense qu'il y a des grands départements où là, sans doute, on essaierait de présenter une liste, si c'est un scrutin de liste départemental, par exemple, on pouvait espérer avoir 1 ou 2 députés. Voilà, évidemment, ça changerait tout pour nous. On examine ça de façon très précise, donc soyez-en assurés. Alors, le troisième point, c'est l'élection présidentielle.
Je vous ai dit que personnellement, je ne pense pas qu'il y aura une élection présidentielle à terme rapproché, mais évidemment, il faut l'avoir à l'esprit. Évidemment, nous sommes tout à fait vigilants sur le fait qu'il faut avoir, pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il faut avoir les parrainages. Je rappelle quand même que nous avons obtenu 584 ou 587, je ne sais jamais, parrainages en 2017. Donc on les a eus. Donc nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Voilà. C'est quelque chose, ça nécessite une organisation, ça nécessite une présence de terrain depuis longtemps, etc. Ça nécessite toute une organisation que nous avons. Je rappelle que malheureusement, en 2022, nous n'avons pas réussi à avoir les parrainages. On en a eu 293 pour deux raisons essentielles. D'abord, la première, c'est que nous avons eu des petits copains des souverainistes qui ont appelé, qui ont envoyé des lettres diffamatoires à mon encontre, en reprenant d'ailleurs les articles sur la prétendue affaire qu'on me reprochait, tirés du journal Libération, qui a été envoyé moyennant 52 000 euros, parce que j'ai quand même mes sources d'information, mais on en reparlera de tout ça, qui a été envoyé à tous les maires de France, y compris d'outre-mer, pour dissuader les gens de m'apporter leur parrainage. C'est ça qui s'est passé. Hein. Et c'est le milieu souverainiste, voilà, qui a fait ça. Et il y a des gens qui ont mis 52 000 euros. Il faut quand même le savoir. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et par ailleurs, on a eu aussi, sans compter un ancien candidat à l'élection présidentielle qui a appelé minutieusement chacun de ses parrains pour dire qu'il fallait surtout pas me parrainer. Et en plus de ça, donc je me suis tourné vers M. Bayrou, qui à l'époque, je l'ai déjà dit, était le haut-commissaire au plan, et s'était arrogé, de façon totalement inconstitutionnelle d'ailleurs, le fait de distribuer des parrainages. Il avait constitué une banque de parrainages qui est totalement inconstitutionnelle, et donc il donnait les parrainages selon son bon vouloir. Donc il a donné des parrainages, semble-t-il, à Mme Le Pen, à M. Zemmour, ça c'est certain, mais il a aussi donné des parrainages à M. Poutou, puisque je rappelle que c'était le jeudi précédent, une semaine avant la fin des parrainages, j'avais 247 parrainages et M. Poutou en avait 230. Et j'ai été en contact avec l'entourage de M. Bayrou, que j'avais eu personnellement au téléphone d'ailleurs par ailleurs, en disant que nous, là, on risquait de ne pas dépasser les 300 et qu'il nous fallait donc avoir un petit coup de pouce. Voilà. Donc j'avais expliqué ça à l'un de ses proches. J'ai d'ailleurs gardé le SMS en expliquant qu'il fallait me donner des parrainages. Sinon, avais-je écrit, eh bien, il n'y aurait aucun candidat qui proposerait, lors du débat de l'élection présidentielle, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et ce qui a été décidé par M. Bayrou, c'est de ne donner aucun parrainage. Voilà. C'est pour ça qu'on est passé de 247 à 293 par nos propres forces, tandis que M. Poutou, au miracle, est passé de 235, je sais pas quoi, à 500. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, M. Bayrou a préféré qu'il y ait un deuxième candidat trotskiste, M. Poutou, qui ne propose pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro, comme vous le savez, tout comme d'ailleurs Madame Nathalie Arthaud. Le tour de passe-passe de ça, c'est de dire non, mais ça, sortir de l'Union européenne, c'est du nationalisme, etc. Nous sommes pour la révolution internationaliste prolétarienne, pour les lendemains qui chantent, etc. Nous sommes solidaires de tous les peuples d'Europe, et si et ça. En attendant, pendant ce temps-là, concrètement, lutte ouvrière permet à l'Union européenne de détruire tous les acquis sociaux des Français. C'est ça, concrètement. Il faut comprendre la mécanique qu'il y a derrière lutte ouvrière. J'ai peut-être déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est extraordinaire. Je rappelle aussi que si lutte ouvrière avait appelé à voter non à Maastricht, eh bien, le Maastricht n'aurait pas été ratifié, puisque ça a été ratifié à 51%, alors que Madame Arlette Laguillet représentait à l'époque plus de 3% des suffrages. Or, lutte ouvrière, au lieu d'appeler à voter non à cette Europe du fric, de la mainmise des grands fonds de pension américains, du capitalisme financier, la fin d'une monnaie nationale, etc., la libre circulation des mouvements de capitaux, normalement, lutte ouvrière aurait dû être le premier parti politique à dire non. Pas du tout. Lutte ouvrière avait appelé à l'abstention. Donc, en appelant à voter, à s'abstenir,
Madame Laguillet a fait en sorte que les 3% qu'elle représentait ne votent pas non, et donc a favorisé l'adoption du traité de Maastricht. Voilà ce que c'est que la politique française. Ça n'est pas ragoûtant. Voilà. Alors, donc tout ça pour dire que M. Bayrou avait préféré effectivement avoir un deuxième candidat trotskiste, et donc je n'ai pas pu être candidat. Alors tout ça évidemment nous a fait réfléchir. Entre-temps, nous avons beaucoup progressé dans l'opinion publique, et nous serons évidemment très très vigilants à la suite des événements.